Oui, je m'appelle Julie Demeure et là, je vais vous livrer non pas ma pratique artistique. Par moment, je peux avoir moi-même des écritures d'auteur, mais là, plutôt, l'idée, c'était de témoigner de deux expériences, enfin, d'une expérience principale, mais qui en relie plusieurs. Je vais un petit peu vous le raconter. Donc à Marseille, et qui effectivement s'appuie principalement sur des postures d'exploration en lien avec l'histoire de la marche urbaine, d'une part, et sur des modes d'élaboration de contextes de production et d'écriture artistique qui sont, si ce n'est liés à la participation, mais en tout cas profondément ancrés dans des processus de contribution. Contribution avec les acteurs du territoire que peuvent être les habitants, mais aussi du coup contribution avec les scientifiques. Et donc la question pour nous de la contribution est plus à l'endroit de la capacité de mettre en interaction que de s'adresser à des publics bénéficiaires ou une partie de qualification de la population. Alors peut-être juste pour resituer cette drôle d'objet que vous avez devant vous. Ce que vous avez devant vous, là, c'est un sentier. C'est un sentier qui fait 360 km et qui se dessine un peu sous forme d'un grand 8 à l'échelle de ce qu'est la métropole marseillaise, englobant donc des territoires assez divers, fortement morcelés, et des grands espaces inconstructibles comme l'étang de Berre d'une part et de l'autre côté le massif de l'Étoile. Donc on est vraiment à Marseille, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, on est donc non seulement sur une ville-port coloniale, mais également sur un site paysager assez particulier avec ces grands ensembles de collines, de massifs, et cette lagune qui est l'étang de Berre. Et donc la forme de la métropole elle-même est complexe et fragmentée de par aussi son site. L'histoire de la marche là-bas, je vais quand même revenir rapidement sur cette histoire de la marche dans ce territoire-là, parce qu'elle est à la fois en résonance avec l'histoire de la marche en général, mais elle a quand même ses singularités dans ce territoire-là, et je pense que ce n'est pas un hasard quand même si le projet du GR 2013 est né là. Donc on a d'abord une première strate qui est une sorte de vieille histoire du 19e siècle, mais qui pose déjà quelque part ces postures un peu ambiguës de l'habitant qui est un peu chercheur, et puis du chercheur qui essaye d'habiter. Et donc à la moitié du 19e siècle commencent à émerger des pratiques d'exploration d'un territoire qui est en train de fortement se transformer avec le développement industriel et son extension le long de sa base portuaire. Et on a donc la fondation à la fin des années du 19e siècle d'une première société, donc je pense que c'est la première société de marche, qui donc s'appelle la Société des excursionnistes marseillais, et qui sont ces érudits, mais qui sont donc aussi des habitants, et qui se mettent à aller explorer, à aller marcher leur territoire pour le documenter, pour en relier certaines formes de connaissances, et puis aussi pour l'expérimenter avec le corps, puisque c'est aussi le moment où on commence à avoir des propos et des échanges sur le rapport entre connaissance et corporel. Ça, c'est un peu donc une histoire. Et quand on a, pour dire le bureau des guides, c'est aussi un petit clin d'œil à cette histoire-là, avec son caractère, c'est l'appellation un petit peu désuète. La deuxième histoire à Marseille qui est importante, en tout cas pour nous, dans notre sol, c'est une histoire qui là est directement liée à l'histoire plutôt sociale de cette ville, hein, qui s'est développée donc dans une économie coloniale, puis dans un développement urbain plutôt chaotique dans son urbanisme, avec beaucoup de ce qu'on appelle l'urbanisme spontané, avec du coup des agencements, des trajectoires migratoires complexes et très diversifiées. Et c'est dans cette ville que je pense en France, ça a été initié de manière la plus pionnière un travail sur les questions décoloniales, et notamment justement à l'endroit du récit, autour d'une déconstruction de la notion de patrimoine. Donc autour de Christine Breton, qu'on voit à l'écran, qui est une conservateur du patrimoine, également commissaire en art contemporain, un travail assez
innovant et singulier a été mené dès la moitié des années 90 pour interroger et déconstruire peut-être une histoire de la modernité, mais une histoire française, peut-être plus particulièrement, du récit national et de l'importance de la déconstruction et d'interroger le récit commun sous l'angle aussi du multiple. C'est à partir de là que... Julie, mais j'ai peur que tes slides ne défilent pas. Parce Donc que là, nous sommes toujours sur la carte du, Ah oui, du GR. vous n'avez pas vu les excursionnistes marseillais. Non, non. Ah, c'est dommage ça. Alors, le partage est en pause. Reprendre le partage. Là, vous voyez quoi? Toujours la carte. Ça me dit que le partage est... Est-ce que c'est moi qui ai la main? C'est pas vous qui avez la main? Parce que moi, ça me dit reprendre le partage, mais ça ne s'actionne pas. Non, vous devez avoir la main, hein, l'ensemble des intervenants ont la main sur le partage. Peut-être arrêter le partage et le relancer. Alors, on recommence. Là, vous voyez quoi? Les excursionnistes marseillais. Ça vous manquait, hein? Tout à fait. Quand même. Que je vous raconte cette histoire sans qu'on les voit, c'est dommage. Alors, du coup, bah là, vous les avez vus. Est-ce que la suite va marcher, par contre? Est-ce que là, ça passait? Oui, on a la suivante, là, c'est bon. Là, vous avez, là, tout au fond à gauche, on ne la voit pas bien, mais le petit point rouge, c'est la fameuse Christine Breton, que je tiens à citer parce que c'est quand même je pense, quelqu'un d'extrêmement important sur les questions qu'on est en train de partager à l'échelle française et pas forcément très connue. Donc voilà, deuxième strate pour nous, et ça a généré une autre structure dont on ne va pas parler dans le détail aujourd'hui, mais qui est très importante et qui est en permanence dans un aller-retour sur ces questions de recherche contributive avec le bureau des guides, qui est plutôt l'entrée artistique, et Hôtel du Nord est une coopérative d'habitants qui s'est construite autour de toutes ces questions-là, mais côté société civile, et qui donc elle-même anime des processus de contribution entre habitants et artistes, mais à partir d'un portage société civile, à partir d'un portage habitant. C'est une coopérative d'habitants qui est donc issue de cette histoire. Et donc là, le troisième niveau, alors on va essayer de passer à la suivante. Voilà, on arrive aux artistes marcheurs. Les artistes marcheurs, il y a une scène effectivement qui émerge à partir on va dire, des années 2000 à Marseille, en lien avec toutes les strates précédentes et également animée par peut-être une relecture à la fois des mouvements qui ont été évoqués en introduction, des dadaïstes, des situationnistes, et puis de manière beaucoup plus contemporaine, des questions que peuvent se poser les architectes, notamment les jeunes architectes encore en école d'architecture, ou les paysagistes, ou une partie déjà de ce monde des écoles d'art, se questionnant sur le sens peut-être que prenaient les formes urbaines dans lesquelles ils évoluaient, dans lesquelles ils étaient à la fois citoyens et narrateurs. Et donc à Marseille, on avait cette scène d'artistes marcheurs dont vous connaissez certainement en partie les noms, des gens comme Hendrik Sturm, Mathias Poisson, Nicolas Mémin, qui évoluaient les uns et les autres un peu indépendamment, mais à réinterroger cette ville à la fois fragmentée, ce site paysager dont je parlais tout à l'heure, avec ces lisières de ville un peu particulières et propices aussi à l'ingéniosité des usages par les gens. Et puis une certaine histoire aussi des lisières, de la question de l'évolution des périphéries,
qui était à l'époque très bien incarné par le travail des artistes italiens du collectif Stalker à Rome, que vous devez connaître et dans lequel je pense que pour nous tous, en tout cas pour cette génération-là, ça a été aussi une source, si ce n'est d'influence, ou en tout cas de formalisation et de réflexion théorique. Et donc, c'est à la croisée de toutes ces histoires hein, qui ont sédimenté les unes avec les autres, qui a émergé dans le contexte de la capitale européenne de la culture, l'idée de se mettre ensemble et de créer un sentier qui nous permettrait de partir en voyage à domicile, d'aller rencontrer, de se mettre en conversation avec à la fois des habitants, mais aussi, et c'était ça le nouveau contexte, et la capitale européenne de la culture posait cette question d'aller partager ces pratiques-là, ces modes d'exploration, ces conversations aussi avec des personnels plus techniques, avec des élus et avec les scientifiques. Donc une espèce de vaste recherche-action pour essayer de trouver finalement qu'est-ce qui pouvait nous relier très physiquement, géographiquement, sur un territoire ultra morcelé et souvent en conflit, avec énormément de conflits à l'échelle de la mémoire, mais à l'échelle aussi tout simplement du territoire lui-même. Je pense que là aussi, les uns et les autres, vous connaissez un petit peu la difficulté ou les difficultés que la métropole, encore aujourd'hui, de Aix-Marseille a à se trouver une légitimité. Donc là, on voit effectivement un atelier de travail plutôt avec des services techniques. Cette conversation nous a amené à progressivement aborder ce sentier comme une hypothèse. C'est une hypothèse, pour ça que je dis c'est un peu une vaste recherche-action, cette affaire qui n'est jamais finie, mais on a posé assez tôt l'hypothèse qu'un sentier pouvait être un équipement culturel dont l'objectif était peut-être justement d'habiter, de nous éprouver, de nous amener à expérimenter des manières d'habiter son territoire ou de questionner cette notion-là et d'accueillir et de collectiviser des pratiques, que ce soit les pratiques de la société civile ou les pratiques des artistes ou les pratiques de plus en plus des chercheurs qui se posaient des questions autour de ces notions-là. Du coup, ça concrètement, peu à peu, des programmes, et ça je ne vais pas vous détailler tous les programmes, ça serait trop long, mais on a des programmes qui vont relever, nous, de ce qu'on appelle un peu l'école buissonnière, l'idée de réinventer un peu des postures d'éducation populaire ou le côté université de plein air, avec un petit côté club des 5. Il y a tout un volet qui est plutôt de l'ordre d'une sorte de laboratoire de recherche situé dans lequel on mène des enquêtes, des explorations qui documentent et là encore qui peuvent se faire avec des équipes mixtes dans lesquelles les artistes se mélangent aux habitants qui se mélangent parfois aussi aux chercheurs. Et tout ça forme une sorte de scène culturelle de plein air où des formes artistiques vont traduire, vont essayer de restituer, vont parfois augmenter toute cette posture de recherche-action qui est développée par l'arpentage dans le quotidien de l'exploration territoriale. Donc là, on voit des formes diverses et variées. Là, c'est l'artiste Benoît Guillaume. Là, c'est un événement avec un travail autour de la lecture dans le paysage. On trouve le travail de Geoffroy Mathieu qui a développé un observatoire participatif du paysage où il a un peu détourné les principes des observatoires de paysage de la Datar pour sur 10 ans inviter des habitants à photographier avec des protocoles scientifiques pour le coup leur paysage en évolution. Donc c'est 100 points qui sont adoptés et animés avec les photographes autour du sentier. Des promenades sonores, des œuvres construites qui peuvent aussi... Donc en fait, la multiplicité derrière, ça amène à des traductions et des réinventions et des formes artistiques à la fois collectives et aussi d'auteurs très diverses. Mais ce qu'on peut... donc là, je vous en passe un certain nombre comme ça. La question de la participation, comme le disait Vincent, on fait partie, je pense que tous on a un petit, c'est pas forcément un mot qu'on a beaucoup dans notre vocabulaire,
On utilise plutôt le mot de contribution. Et juste pour le situer quand même dans le champ des évolutions juridiques ou des recherches sur la question des droits, c'est vrai que nos deux, si on schématise un peu, la première entrée qui fait que dans l'ADN même de ces projets-là, la question est incluse. Ce n'est pas une question qu'on rajoute avec un département des publics, mais c'est quelque chose qui est dans le processus même de l'élaboration du projet dans toutes ses dimensions, est passé peut-être par tout ce qui s'appelle toutes les recherches autour des droits fondamentaux qui questionnent le droit des citoyens à participer à la vie culturelle. Donc il y a bien sûr les droits culturels qui aujourd'hui sont les plus connus parce qu'ils ont été inscrits dans le cadre de la loi NOTRe. Dans notre histoire, on a un peu plus, nous, utilisé la Convention de Faro, qui est une convention moins connue, qui parle de... qui est, comme les droits culturels, est une tentative de cadre pour associer action publique et action citoyenne autour de l'idée de patrimoine culturel pour la société. Et donc là, comme pour les droits culturels, on est dans des recherches qui cherchent à placer, à revendiquer la place des personnes dans la désignation de leur patrimoine culturel. Donc ça, la Convention de Faro, si vous ne la connaissez pas, en termes de champ de recherche, est aussi intéressant sur notamment les entrées territoriales, puisqu'en ayant travaillé beaucoup à partir du paysage et de la question du patrimoine, la question du récit et du rapport au territoire et de l'articulation avec la question de la mémoire est particulièrement travaillée au travers de la Convention de Faro, et pour nous, ça a été très, très inspirant. Après, la deuxième notion qui revient de manière structurelle dans notre travail est effectivement le cadre de la recherche-action. Et je pense que ce cadre de la recherche-action a été accentué au cours des années par la prise de conscience de la crise écologique et la nécessité de trouver des manières de recomposer des recherches partagées autour du vivant et des communs a accentué le vocabulaire et le positionnement assumé de recherche-action. Donc c'est effectivement devenu une manière pour nous, alors peut-être que on n'est pas des scientifiques, hein, peut-être que cette terminologie elle est contestable, mais en tout cas effectivement le terme de recherche-action a souvent pour nous été une manière de pouvoir revendiquer le processus et un mode de participation qui pose surtout la question des interactions et de comment ces interactions et quelles modalités les interactions, y compris donc entre artistes, entre des registres de connaissances différentes, pouvaient participer à l'élaboration d'une connaissance partagée et poser aussi des questions de gouvernance de ces enjeux souvent territoriaux, comme on le disait tout à l'heure, puisqu'effectivement, dans notre cas, on est beaucoup sur des enjeux territoriaux. Découle de ça, effectivement, l'attention à la documentation et à l'activité éditoriale. Le fait de raconter, de documenter, de raconter, de trouver des formes de restitution est ce qui permet justement de maintenir un processus vivant. Et le récit, alors nous on a trouvé un petit mot pour raconter un peu tout ça, on dit qu'on fait on ne dit pas qu'on fait forcément des publications, on dit qu'on fait des récifs. Et donc, alors ça nous a été suggéré par une dame que sans doute la plupart d'entre vous connaissez, qui s'appelle Isabelle Stengers, et qui a, à l'écoute de nos histoires, proposé cette notion, ce concept. Et donc, c'est le récit, non pas le récit pour fermer la narration, mais le récit pour agréger et ne cesser de agréger comme fonctionnent les récifs. Et les formes, donc, finalement, se transforment au fur et à mesure de l'agrégation des histoires que l'on raconte au travers ce récit. Donc, c'est vrai qu'on est très attentif dans des manières de restituer, de rendre compte et de trouver des formes qui mettent en récit les travaux. Et donc là, pour finir, on s'était entendu avec Vincent pour que je partage un tout petit peu plus en détail avec vous une aventure concrète autour d'une rivière. Donc là, c'est un exemple de projet un peu un projet processus
autour d'une rivière urbaine qui prend sa source dans la métropole marseillaise, dans les massifs de l'Étoile, pour ensuite traverser la totalité des quartiers nord et se jeter très symboliquement au niveau de la grande tour CMA-CGM, que vous devez connaître, la grande tour de Zaha Hadid, et qui représente quand même la puissance de la mondialisation portuaire, puisque elle est à l'initiative de ce grosse compagnie de containers et de porte-containers. Et cette rivière, comme beaucoup de rivières urbaines, a été utilisée de multiples façons au fil des décennies jusqu'à arriver à une version invisibilisée, profondément dégradée dans ses écosystèmes, busée et oubliée des mémoires. Et donc, depuis déjà plusieurs années, un processus s'est mis en route qu'on anime et qui réunit des artistes, des scientifiques et des citoyens pour tout simplement prendre soin et redonner du sens et une narration à prendre soin de cette rivière quand on est à un état de dégradation qui pourrait facilement conclure que c'est mort. Donc, le simple fait d'essayer de régénérer un imaginaire que la notion de prendre soin a encore un sens dans une situation comme celle-là, déjà en soi, ça demande un travail de tricotage, de tissage entre les histoires écologiques, entre les histoires patrimoniales, entre les géographies, puisque avec une rivière, on est obligé de raisonner à l'échelle d'un bassin versant. Et donc, je dirais que voilà, on est bien sur des processus de projet où la question du rapport art, territoire, société civile est de l'ordre du tissage. Comment retisser à partir d'un certain nombre de trames géographiques, de postures dans la manière de raconter, de qualifier, d'observer, comment on peut tisser ces savoirs pour arriver à refaire bouger un peu des imaginaires et donc derrière des motivations pour agir, même dans des situations totalement désespérantes. Et donc là, très concrètement, ce qui a permis d'amorcer ce tissage, ça a été effectivement de mettre les gens à marcher, de mettre les gens en exploration, d'aller à la Machette, redécouvrir cette rivière qui était même physiquement devenue inatteignable. Et à partir de là, trouver une histoire, une narration qui pouvait nous mettre ensemble. Là, en l'occurrence, ça a été une histoire qui nous a été soufflée par les chercheurs qui cherchaient à faire l'état écologique du ruisseau et qui nous ont présenté une petite crevette. Alors là, voilà, je vous montre quelques photos quand même pour que vous voyez un peu l'état. Donc là, c'est la version où on peut croire, et c'est ça aussi la force de cette rivière, c'est qu'on peut encore, en se mettant les pieds dans l'eau, y croire. Et puis après, ça, c'est la réalité, la canalisation, un état de dégradation par les macro-déchets hallucinants, des pollutions dans l'eau par des rejets industriels qui ne sont pas du tout régulés à l'heure actuelle. Et en même temps, voilà, en allant se mettre en état d'exploration, en allant les pieds dans l'eau au propre et au figuré, finalement, il se recompose une envie de comprendre. Et donc là, vous voyez le collectif Safi qui est en train de restituer via une conférence dessinée la complexité de ce qui se passe dans cette rivière. Et vous voyez au milieu une petite crevette. Finalement, c'est cette petite crevette qu'on appelle le gamard qui a permis de trouver une forme narrative qui a mis les habitants ensemble par-delà un certain nombre de clivages. Qui étaient notamment des clivages liés à l'appellation, à l'appartenance de son morceau de rivière dans son morceau de territoire. Et puis, à un moment, cette crevette est apparue comme un animal bioindicateur de l'état écologique du ruisseau, et c'est devenu une histoire qui a permis de mettre tout le monde ensemble, et tout le monde s'est projeté, tout le monde s'est transféré, à se dire, mais nous sommes tous des crevettes. Et donc, cette crevette, vous la voyez là dessinée, elle a permis de lancer un travail avec des enquêtes multiples. Certaines des enquêtes sont menées par les artistes, d'autres des enquêtes sont menées par les citoyens eux-mêmes, d'autres enquêtes nécessitent la connivence avec les scientifiques. Progressivement, ces enquêtes ont permis de, là encore une fois, trouver des narrations. Alors certaines de ces narrations sont véritablement des travaux d'artistes, sont de la restauration du site, puisqu'un chantier d'insertion a été monté à la Cité des Arts de la Rue et transforme peu à peu ces histoires
avec en même temps une fonction d'insertion, puisque c'est des jeunes éloignés de l'emploi qui construisent, accompagnés par les artistes, des éléments de restauration du site. Et puis là, par exemple, un journal, des outils qu'on pourrait appeler de médiation, mais qui sont des outils extrêmement originaux dans leur forme, de par le processus qui les sous-tend. Donc là, on a un exemple d'un petit journal qui est coécrit entre artistes et citoyens, qui est extrêmement beau. Et je pense très juste dans ce qu'il raconte, y compris en termes de recherche. Donc voilà, à partir de là, et donc là je finis sur ce qui va arriver dans 15 jours, la possibilité de retisser tout un imaginaire du bassin versant, avec des tissages entre les différentes natures de savoir, les différents positionnements géographiques, et aujourd'hui l'ambition qui est en train de devenir une réalité, de pouvoir y compris agir sur les modes de gestion, et donc d'arriver effectivement sur ces questions que Vincent évoquait tout à l'heure, des communs, de pouvoir trouver des manières de pouvoir prendre soin avec les institutions, et de travailler ces enjeux écologiques et territoriaux sur toutes leurs dimensions, comme dans leur fonction sociale, dans leur fonction sociétale, et aussi comme des endroits qui nous importent, sur lesquels il y a du sens et de l'affection et de l'imaginaire. Voilà, en gros, j'espère que ça a été un peu clair, que je n'ai pas trop débordé. Non, c'est parfait. Merci Julie. Je pense que cette présentation, bon, c'est aussi pour ça que nous avions choisi de commencer avec cette présentation, parce que je pense qu'elle synthétise beaucoup des enjeux de la recherche culturelle participative. Et donc, c'est alors avec une histoire et une filiation qui est tout à fait propre, tout à fait singulière, mais il me semble en tout cas que nous avons là des éléments qui sont tout à fait caractéristiques de ce qui est recherché dans les projets de recherche culturelle participative. J'en retiendrai peut-être 3, mais pour aller vite. La posture de l'amateur, qui a été mentionnée par Julie, notamment avec cette filiation sur les amateurs éclairés du 19e siècle. Bon, on pourrait remonter à ceux du 18e et au cabinet de curiosité que connaissent bien nos amis du Muséum d'histoire naturelle. Mais on retrouve cette filiation-là. Je pense qu'elle est très importante, cette figure de l'amateur sur laquelle j'ai beaucoup travaillé au Centre Pompidou est présente dans ce projet. La question du dispositif, dont j'ai parlé en introduction et qui est là le sentier, tout simplement, la trace, est un merveilleux dispositif dont il faut prendre soin. Alors ça, c'est très intéressant ce que Julie a introduit là, parce que souvent on dit le prendre soin, là aussi il y a un petit peu une injonction, et on ne sait plus trop de quoi il faut prendre soin. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de prendre soin des uns des autres. Là, justement, il s'agit de prendre soin d'un dispositif. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est en se projetant dans un dispositif, se projetant collectivement dans un dispositif, qu'on peut vraiment produire du savoir. Et ça, c'était remarquablement présenté par Julie. Enfin, la dimension économique qui apparaît, même si elle est peut-être juste émergente, mais elle est présente, avec cette prise de conscience que ces projets-là doivent trouver leur économie, soit dans le cadre de l'insertion, soit dans le cadre de la formation, de la capacitation, soit dans d'autres cadres à inventer, hein, y compris celui de l'économie contributive dont je reparlerai en introduction au débat. Merci beaucoup, Julie, donc, pour tous ces éléments pour nous très significatifs, très signifiants de la recherche culturelle participative.